Combien vous allez présenter premièrement, right? Oui, exact. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je vais laisser une petite minute pour que tous les participants puissent rentrer et on va commencer par la suite. Parfait, je pense qu'on peut commencer. Zineb, si tu veux, ton micro est fermé, mais tu peux l'allumer. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue au webinaire de Mieux dormir malgré son cancer. Le webinaire va être présenté par Cheryl Guloy et Zineb Selam. Cheryl est fondatrice et présidente de Somnolence Plus. Elle est également à l'origine de la création de la Fondation Somnolence Canada, pour laquelle elle siège au conseil d'administration. Et Zineb est candidate au doctorat en neuropsychologie à l'UQAM. Cheryl, Zineb, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Véronique. Merci, ça fait plaisir. Alors, je me présente, Véronique Ranger, je suis la directrice générale adjointe à la Fondation québécoise du cancer. Vous allez remarquer que vos micros sont fermés. Nous aurons une période de questions à la fin de la présentation. Vous pourrez ouvrir vos micros à ce moment-là. Vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage tout au long de la présentation, puis je vais les poser à la fin. Et pour vos caméras, vous pouvez les avoir ouvertes ou fermées comme vous voulez. Et je tiens à vous aviser que le webinaire est enregistré et sera disponible sur la page YouTube de la Fondation dans les prochains jours. Donc, avant de commencer ou avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter un peu la Fondation et ses services. Donc, la Fondation a célébré son 45e anniversaire récemment et notre mission depuis le début est de soutenir au quotidien les gens qui sont atteints de cancer et leurs proches. Donc, cette mission est accomplie grâce à une offre de services variés. Nous avons des services d'information à travers notre ligne InfoCancer. Donc, c'est un numéro de téléphone gratuit et confidentiel qui vous permet de parler à une infirmière qui est expérimentée en oncologie. Ces infirmières peuvent répondre à toutes vos questions tout au long du continuum de la maladie, du moment du dépistage jusqu'à la rémission. Et la ligne, elle est disponible autant pour les patients que pour les proches aidants. Et nos infirmières peuvent aussi vous diriger vers d'autres ressources que nous avons à l'interne, comme des nutritionnistes, des sexologues ou des psychologues. Nous avons aussi un service de bibliothèque, donc nos documentalistes sont là pour vous aider à trouver des ressources, que ce soit des livres ou des ressources web comme des webinaires ou des blogs ou des articles. Et ces livres et ces articles-là vont être envoyés gratuitement, soit par la poste ou par courriel. Nous avons aussi des programmes de soutien psychologique. Comme je vous ai dit, on a des psychologues dans notre équipe, mais aussi on a un service de jumelage téléphonique qui permet de parler à quelqu'un qui a vécu une épreuve similaire. Ça aussi, c'est un service qui est entièrement gratuit. Nous offrons aussi de l'art-thérapie. Pas besoin d'avoir des talents artistiques pour participer à ce genre d'activité. En fait, c'est une forme de thérapie qui permet de s'exprimer autrement que par des mots. Et c'est animé par un art-thérapeute qui a une formation reconnue. Nous offrons aussi des programmes de bien-être physique. Donc, nous avons plusieurs thérapies comme la massothérapie, l'acupuncture, la kinésiologie. Ce sont des services qui sont gratuits ou à très faible coût. On parle à peu près 25 $ pour une session d'1 heure en massothérapie et acupuncture, entre autres. Et ce sont des services qui sont pour les patients. Nous avons aussi des centres d'hébergement. On en a 6 à travers le Québec qui sont à côté de 6 grands centres de traitement. On sait que malheureusement, quand on est diagnostiqué avec un cancer, on ne sera pas nécessairement traité à côté de la maison. Parfois, il faut aller pas mal plus loin pour voir un spécialiste. Donc, ces centres d'hébergement permettent d'avoir un pied à terre à un faible coût à côté de son centre hospitalier où est-ce qu'on reçoit ses services. Donc, on parle de 30 $ pour le patient par nuit et les repas sont inclus. Nous avons des programmes aussi d'aide financière et juridique. Notre programme d'aide financière se nomme le programme d'aide à la vie quotidienne. Il s'adresse aux gens qui vivent sous le seuil de faible revenu et pour des gens qui ne peuvent pas avoir accès à d'autres types d'aides. Et nous avons aussi une entente avec Juripop qui offre des services téléphoniques de conseil juridique.
Nous avons le programme à Félix, qui est un programme qui est dédié aux 15-39 ans. On sait que la réalité pour ce groupe d'âge-là est différente de quand on est adulte, quand on est 40 ans et plus. Donc, ce sont des ressources vraiment spécialisées pour ce groupe d'âge. Nous avons aussi un répertoire de ressources en ligne. Donc, plus de 2200 ressources sont recensées à travers le Québec. Ce bottin permet de trouver par région et par service, donc facile de trouver là, des ressources près de la maison. Et finalement, notre programme de soutien en entreprise qui est autant pour l'employé que pour l'employeur et qui permet d'avoir des ressources pour composer avec le cancer dans le milieu du travail. Donc, sur cette note, j'arrête de prendre la parole et je laisse Cheryl et Zineb vous présenter le webinaire. Merci Véronique et merci à la Fondation québécoise du cancer. Nous sommes très heureuses d'être ici avec vous pour parler au sujet du sommeil et comment on peut mieux dormir malgré le cancer. Donne-moi 2 minutes juste pour ranger l'écran et notre diapo. Une autre chose, comme vous probablement constatez, moi, je suis plus anglophone. J'ai grandi à Montréal, mais j'ai déménagé à l'ouest du Canada, à Vancouver, où j'habitais pendant des années, jusqu'au temps que j'ai réalisé que je me suis rendu compte que Montréal me manquait vraiment beaucoup. Et j'ai pris la décision de retourner ici. Et à ce point-là, j'ai commencé à travailler avec Zineb sur une recherche, une étude de recherche jointe entre l'Université Simon Fraser et l'Université de Montréal. Nous avons étudié les effets d'une application mobile pour aider les gens à mieux dormir. OK, donc est-ce que vous voyez la présentation maintenant? Oui, on la voit bien. OK, parfait. Donc, parce que je suis plus anglophone, si j'utilise les anglicismes ou si je dis quelque chose et ça fait pas de sens, dis-moi et je vais réexpliquer dans une autre façon. D'accord? OK. Puis, avant que nous procédons avec la présentation, je voudrais juste vous informer que notre but, c'est vraiment l'éducation. C'est pas de traiter ou de le trouble de sommeil, ni aussi de diagnostiquer le trouble de sommeil. C'est vraiment pour partager avec vous les bonnes habitudes que vous pouvez utiliser tout de suite pour mieux dormir. Donc, si vous pensez, si vous croyez que peut-être vous pourriez possiblement avoir ou souffrir d'un trouble de sommeil, je vous conseille de parler avec votre soin à votre médecin pour vous aider avec ça. D'accord? Puis maintenant, on va commencer. Quand on regardait la littérature scientifique sur les troubles de sommeil, l'intérêt a commencé vraiment dans les années 2000. Donc, à 2002, il y avait la première enquête à grande échelle sur la qualité du sommeil des patients atteints de cancer. Et les chercheurs ont trouvé que, et je vais le lire, les problèmes de sommeil les plus courants sont la fatigue excessive, le syndrome des jambes sans repos. Ça, c'est quand nous avons envie de bouger nos jambes. Et si on ne bouge pas nos jambes, nous ressentons comme l'inconfort ou même aussi de la douleur. Il y a aussi, OK, l'autre problème de sommeil, trouble de sommeil, le plus courant sont l'insomnie et la somnolence excessive. Ils ont dit aussi que le besoin de patients atteints de cancer du poumon et du sein mérite une attention particulière car ils sont particulièrement sujets aux troubles du sommeil. Par exemple, je m'excuse. En concernant l'insomnie,
ils ont séparé l'analyse de données en deux groupes. Le premier groupe, c'est pour les patients atteints de cancer en général, sauf les patients atteints de cancer du poumon. Parce que le patient atteint du cancer du poumon ont vraiment beaucoup de troubles du sommeil. Et quand ils ont fait l'analyse, ils ont trouvé que la raison donnée pour l'insomnie dans le groupe de cancer en général, c'était les pensées, la douleur, suivie par les préoccupations concernant la santé, leur famille, leurs amis, le diagnostic de cancer, les effets physiques, puis après, les finances. Mais pour les patients atteints du cancer du poumon, c'est différent. Leur raison donnée pour l'insomnie principale, c'est le diagnostic de cancer, suivi par les préoccupations concernant leur santé, la douleur, l'inconfort et après ça, les pensées et les effets physiques du cancer. Les chercheurs disent que peut-être c'est lié avec la sévérité des conséquences négatives pour les personnes qui sont atteintes par le cancer, qui sont atteintes de cancer du poumon. Mais ça, c'était en 2002. Avec du temps, il y avait plus d'intérêt à ce sujet-là sur le contexte de troubles du sommeil et le cancer. Et ils ont trouvé que, par exemple, il y avait cette étude, une revue systématique qui sont faites par un groupe de chercheurs et ils ont trouvé 89 publications pour leur analyse. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt à ce temps-là sur le sujet. Et ils ont trouvé la prévalence des perturbations de sommeil et ou des troubles de sommeil chez les patients atteints du cancer atteignait jusqu'à 95%. Donc, c'est quelque chose de très important à étudier et aussi à aider les gens. On utilisait ces données pour avoir plus de l'information pour aider les gens. Une autre chose qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé que les effets secondaires des traitements contre le cancer et les dysfonctionnements psychologiques liés au cancer peuvent être aggravés par les troubles du sommeil, en particulier l'insomnie et le SAOS. Le SAOS, c'est l'apnée de sommeil. Et une apnée, c'est une pause dans notre respiration qui dure entre quelques secondes jusqu'aux quelques minutes. Et l'insomnie, c'est quand nous avons des troubles à s'endormir ou à maintenir notre sommeil la nuit. Les chercheurs ont aussi trouvé qu'il y a une différence entre je m'excuse. La différence entre OK. Ils ont trouvé que le trouble de sommeil le plus courant sont l'insomnie et le trouble respiratoire comme l'apnée de sommeil. Et il y a une différence entre le première étude en 2002 et l'étude en 2021. Dans l'étude en 2002, le syndrome des jambes sans repos sont plus courants, mais avec du temps, on voit que le syndrome des jambes sans repos sont rarement observés. Mais, ce qui est important de noter aussi est jusqu'à 95% des patients atteints de cancer se plaignent de troubles de sommeil ou l'insomnie pendant le diagnostic, le traitement et même
après 10 ans de survie. Donc, ça veut dire dans certains cas, le trouble de sommeil peut devenir chronique. Et comme j'ai mentionné, on utilise ces statistiques-là pour aider les gens à mieux dormir. Donc, il y a des interventions qui sont développées pour aider les gens avec leur sommeil. Il y a un groupe de chercheurs, un autre groupe de chercheurs qui a étudié 18 études pour voir c'est quoi exactement les interventions les plus courantes pour aider les gens à troubles du sommeil élevé. Les troubles du sommeil élevé, c'est comme le trouble, c'est comme l'insomnie, le somnolence pendant la journée. Ça n'inclut pas l'apnée de sommeil, qui est plus liée avec la respiration. Pour aider les gens qui sont atteints par l'apnée de sommeil, on utilise le CPAP. Le CPAP aide la personne à respirer le soir. Il met de pression à leur voie aérienne pour que les personnes peuvent respirer bien le sommeil. Mais pour le trouble de sommeil élevé comme l'insomnie, il y a deux groupes d'intervention. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les interventions corps-esprit, comme l'exercice, comme la respiration, comme l'approche de la pleine conscience. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les deux groupes ont démontré leur faisabilité lorsqu'elle était intégrée aux soins du cancer. De plus, la majorité des interventions ont montré une efficacité modérée pour améliorer le trouble du sommeil élevé et le résultat en matière de qualité de vie. Donc, je trouve ça très intéressant et j'ai trouvé aussi dans leur revue de littérature à ce sujet une étude aussi intéressante. C'est par Dirksen et Epstein qui a également testé une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie qui dure des semaines. Ils ont eux aussi un groupe de contrôle. Et les deux groupes ont eu une amélioration de leur sommeil. Parce que vous voyez que la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, maintenant, c'est le standard pour le traitement de l'insomnie. Plus que le médicament hypnotique, le somnifère. Et je ne suis pas surprise qu'il y a de très bons effets. Donc, par exemple, il dit, le groupe TCC a montré une amélioration de la fatigue, de l'anxiété, de la dépression et de la qualité de vie, avec des tailles d'effets faibles à modérés. Mais c'est la prochaine phrase que je trouve vraiment intéressante, particulièrement parce que nous fait de l'éducation sur l'hygiène du sommeil. Donc, je vais le lire. Le groupe de traitement TCC a suivi un programme incluant le contrôle des stimuli pour éviter le mauvaise association entre notre environnement et notre sommeil, notre mauvais sommeil. Ils ont eux aussi la restriction de sommeil qui sont faits avec une spécialiste en médecine de sommeil et l'éducation sur le sommeil qui comprenait l'hygiène du sommeil, tandis que les groupes témoins n'ont reçu que l'éducation sur l'hygiène du sommeil. Et ils ont conclu, le chercheur a conclu que l'amélioration observée dans les deux groupes pourrait résulter
de l'éducation sur l'hygiène du sommeil. Et c'est ça que nous allons faire maintenant. On va commencer votre éducation à ce sujet. Donc, le bon sommeil a des effets positifs sur notre humeur, sur la dépression, sur l'anxiété et aussi sur le système immunitaire. Le bon sommeil est associé avec une amélioration de la mémoire et la créativité, une diminution du risque d'obésité, de l'intensité de la douleur, du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer et de démence. Et ça contribue à une longue durée de vie. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un manque de sommeil? Si on a un manque de sommeil chronique, il y a beaucoup des conséquences négatives. Et ce tableau, je voudrais partager ce tableau que nous avons créé pour nous-mêmes parce que ça indique visuellement comment le sommeil est, est vraiment important pour notre santé mentale, émotionnelle, physique, neurologique, cognitive. Il y a aussi des répercussions sur la performance. Si vous aimeriez, vous pouvez prendre une screenshot ou une photo de ce tableau. Et si vous avez des questions sur le tableau, vous pouvez nous demander des questions plus tard. Mais je ne veux pas, je m'excuse, mais je ne veux pas parler de chacun de ces conséquences. Je voudrais juste montrer que le manque de sommeil est associé à le cancer. Parce que, comme vous avez vu dans le diapo précédent, il y a un effet négatif sur notre système immunitaire quand on manque de sommeil. Ça rend notre système immunitaire plus faible. Mais l'inverse, si on dort bien, il y a un effet positif sur notre système immunitaire. Donc, comment est-ce que nous pouvons obtenir le bienfait, les bénéfices d'un bon sommeil et réduire les conséquences négatives d'un mauvais sommeil ou d'un manque de sommeil? Et pour répondre à ces questions-là, je vais passer le bâton à Zineb. Zineb, est-ce que tu es prêt? Donc, moi, je vais commencer par vous poser la question suivante. Quelle est la durée de sommeil idéale dont nous avons besoin, selon vous? Et je vous demanderai de garder en tête le nombre d'heures que vous avez dormi la nuit dernière. On va y revenir dans un instant. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, le tableau ici illustre en fait le nombre d'heures qui est recommandé pour chaque tranche d'âge. On voit que les jeunes vont avoir tendance à plus dormir. Ils ont besoin de plus d'heures de sommeil en raison du développement, etc. Alors que les adultes, on va parler d'à peu près entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc là, est-ce que vous êtes plus dans la moyenne selon la réponse là que vous avez en tête? Est-ce que vous avez plus dormi ou moins dormi? Vous n'êtes pas obligé d'être dans la moyenne, ok? Il faut souligner qu'il y a des différences individuelles. Donc, il y a des gens qui vont plus dormir et d'autres qui vont moins dormir. Il y a des prédispositions génétiques qui vont influencer justement le besoin de sommeil. Mais il y a aussi d'autres facteurs là, qui peuvent également influencer le nombre d'heures qu'on a besoin pour dormir selon notre mode de vie, notre santé physique et psychologique, etc. Quand on parle de différences individuelles, il faut également discuter du chronotype. Donc, tu peux passer. C'est quoi le chronotype? Le chronotype, c'est le modèle de référence d'un individu en ce qui concerne le moment de la journée où est-ce qu'il va se sentir plus actif et plus alerte. Donc, il va être déterminé par notre horloge interne. L'horloge interne, c'est vraiment le cycle biologique de 24 heures qui régule les différents processus de notre corps, comme par exemple le sommeil, mais également la température de notre corps.
qui va être régulé par ce processus, nos hormones également. Donc, comme je disais, il y a des gens qui vont être un petit peu plus matinaux, si on veut. Donc, ils vont être fonctionnels très tôt le matin, à partir de 5 heures, là, ils sont sharp, alors que d'autres, ils sont beaucoup plus fonctionnels en fin de journée, voire le soir, la nuit. Donc, voilà, ça c'est les deux extrêmes. Sinon, il y a les intermédiaires qui vont être au milieu. Donc, généralement, les gens se retrouvent dans cette catégorie-là. C'est vraiment important de savoir dans quelle catégorie est-ce que on est associé ou on est plus affilié si on veut, parce que ça peut avoir des répercussions très importantes sur notre mode de vie. Donc, entre autres, le choix de carrière. Donc, si on est quelqu'un qui se lève très tard le soir, etc., on ne peut pas vraiment s'accommoder à un emploi, par exemple, qui va demander d'être au boulot à partir de 6 heures le matin, ou le contraire également. Ça peut être aussi des gens qui peuvent juste prendre des emplois qui vont commencer plus tard le soir, qui vont plus accommoder un petit peu leur chronotype. Et le chronotype va justement influencer de façon importante également notre santé si on n'y porte pas vraiment attention. On peut passer à la slide suivante, Cheryl. Merci. Donc, dans les dernières années, l'OMS reconnaît justement le travail de nuit comme étant un agent cancérigène probable. Il a été classé 2A dans le groupe 2A, donc qui est vraiment un aspect qui peut venir contribuer justement à l'apparition de cancer, mais de façon probable. Il est important de comprendre que ce n'est pas le travail de nuit en soi, mais c'est plutôt cette discordance-là qui arrive lorsque quelqu'un, par exemple, travaille de nuit alors que c'est quelqu'un de matinal. Okay. Donc, vraiment, il va comme mettre vraiment de la pression sur son fonctionnement normal de son corps. Et c'est ça qui pourrait justement venir porter un stress sur le métabolisme et justement exprimer des maladies comme celle-là. Et comme je vais faire le petit pont un petit peu avec ce que Cheryl vient de vous présenter, il y a un effet sur le système immunitaire. Donc, le mauvais sommeil ou une mauvaise hygiène de sommeil va venir contribuer à un plus faible système immunitaire et donc qu'on pourrait voir apparaître plusieurs choses comme le cancer ou ça peut être d'autres choses là également. Mais il y a aussi l'effet bénéfique si le sommeil est bien établi. La littérature indique qu'il existe une association justement potentielle entre le travail de nuit et un risque qui est plus important de cancer du sein chez par exemple les infirmières. Donc les infirmières qui vont travailler justement de nuit, mais ce qui est de particulier, c'est qu'elles vont avoir des horaires qui changent à peu près à toutes les semaines. Des fois, ils vont être appelés dernière minute, est-ce que tu peux rentrer le soir très tard? D'autres, c'est le matin. Donc, ils sont tout le temps en train de basculer leur hygiène de sommeil. Et c'est ça qui pourrait justement contribuer à l'apparition de ce genre de maladie-là. C'est sûr qu'il y a plusieurs études là, qui suggèrent qu'il y a des perturbations au niveau du système, en fait, de rythme circadien, justement en raison de ces horaires nocturnes, parce que justement, ça va venir influencer également la sécrétion de certaines hormones, comme la mélatonine, qui est très importante en fait au niveau du sommeil. C'est ça généralement qui est pris par les gens qui vont avoir des difficultés de sommeil, ils vont prendre un petit peu de mélatonine pour réajuster un petit peu leur sommeil, mais c'est quelque chose qui est naturellement sécrété par notre cerveau. Mais il faut garder en tête quand même que ce n'est pas toutes les études qui sont concluantes, comme quoi le travail de nuit chez les infirmières mène justement systématiquement à un cancer. Il y a aussi d'autres facteurs là qu'il faut considérer, comme les antécédents familiaux, le mode de vie de façon générale. Donc tout ce qui est nutrition là va venir également, pourrait également contribuer. Parfait. Donc, plusieurs personnes peuvent rencontrer des difficultés lors de l'endormissement. Il est important de garder en tête deux grandes lignes, si on veut. On veut vraiment garder notre chambre ou notre
cocon, là où est-ce qu'on dort, vraiment pour le sommeil. Donc, si on n'arrive pas à dormir, on a des difficultés, il est vraiment recommandé de sortir de notre lit, sortir de la chambre, faire autre chose. Ça va nous permettre de changer les idées. Puis ça va créer, en fait, ça va bloquer, en fait, si on veut, l'association qui peut être créée entre notre lit ou notre chambre et les difficultés de sommeil. Donc, on veut vraiment briser cette tendance-là. Il y a aussi le fait d'essayer d'éviter les siestes de façon systématique. C'est sûr que les siestes vont être recommandées lorsque on en a besoin, si on est fatigué par exemple. C'est tout à fait normal et recommandé de faire une sieste. Les siestes recommandées à peu près entre 15 à 30 minutes. C'est une power nap si on veut. Si on va plus loin dans le temps, on rentrerait dans un sommeil profond, donc un cycle de sommeil équivaut à peu près à 90 minutes, donc d'une durée d'1 heure et demie. Donc, si on rentre dans le sommeil profond, eh bien, ça pourrait avoir des répercussions sur notre sommeil la nuit. Ce qui va se passer, c'est que notre corps, il va être pas mal bien reposé durant la sieste. Il va se dire, bon, j'ai pas besoin de dormir, moi maintenant, je vais décaler mon heure de sommeil. Donc, ça va aller à plus tard quand on va s'endormir. Ça pourrait également perturber le sommeil en lui-même. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, à partir de là, j'aimerais vous présenter différents conseils ou vous donner plusieurs conseils en ce qui concerne la base justement d'un sommeil qui va être sain. Et puis, c'est des conseils qui peuvent être en fait, qui vont parler à un peu tout le monde. Là, ce n'est pas des gens qui vont souffrir d'insomnie ou peu importe. C'est vraiment des conseils pour tous que vous pouvez commencer à appliquer à partir de ce soir. Alors, la première, c'est la routine. Sure. Merci. Donc, la routine, c'est quelque chose de très, très important et probablement c'est le point le plus important là, des différents conseils. Vraiment d'avoir un horaire qui va être régulier et vraiment stick to it, vraiment s'attacher à cette routine-là au maximum. Après, c'est sûr que des fois, on a une sortie qui va traîner un petit peu plus tard le soir ou des choses qui vont nécessiter qu'on se réveille le matin ou des choses comme ça. Mais vraiment garder une routine qui va être régulière va grandement être bénéfique pour un sommeil qui va être reposant et qui va nous permettre de récupérer également. Encore une fois, on a mis la moyenne de 7-9 heures, mais comme je vous disais, selon votre besoin, si vous êtes quelqu'un qui dormait 5 heures, 6 heures et vous vous réveillez et vous êtes en forme, vous n'êtes pas fatigué, c'est correct, vous êtes fait de cette façon-là, vous avez besoin de peu de sommeil. D'autres personnes, 9 heures, ça sera pas assez, ils ont besoin de 10-11 heures. Écoutez votre corps, c'est un point également qui va être très important. Point numéro 2, fait référence un petit peu à notre environnement. Donc, l'environnement dans lequel on dort, comme je faisais le point tout à l'heure, il faut vraiment optimiser la chambre, utiliser des lumières, une lumière qui est sombre, tamisée, puis on réserve vraiment la chambre pour le dodo, pour vraiment, pour qu'on puisse avoir ce petit mindset quand on arrive dans la chambre, notre corps aussi comprend que c'est le moment de dormir. Parfait. Ouais, c'est ça. Je vais revenir sur ce point-là, mais on essaie d'éviter tout ce qui est autre chose que dormir. Par exemple, des gens qui vont avoir un bureau de travail dans leur chambre ou qui vont avoir, par exemple, une télévision dans la chambre. C'est quelque chose qui est déconseillé. Puis je vais revenir à ce point-là un petit peu plus tard. Le troisième point, qui est très important également, c'est l'activité physique. Donc, l'activité physique, en fait, c'est pas nouveau, a fait ses preuves. L'activité physique elle a un effet très important sur la santé globale de l'individu. Eh bien, ça vient également contribuer à des nuits de sommeil qui vont être agréables, qui vont être des bonnes nuits de sommeil, si on veut. Mais selon chaque personne, ça dépend en fait du moment de l'activité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des personnes qui vont vouloir faire leur activité physique le matin, d'autres en fin de journée. On recommande en fait d'éviter trop tard le soir, trop proche de l'heure de sommeil, donc en 2-3 heures là, avant
ça devrait être correct. On évite également des activités trop intenses, trop proches de notre nuit, parce que sinon, on vient activer notre métabolisme, on vient augmenter la température de notre corps. Puis ça, on a besoin de temps pour stabiliser le tout, pour que justement, on puisse être capable de s'endormir. Mais encore une fois, on écoute notre corps par rapport à ça. Il y a des recommandations de 30 minutes à chaque jour, donc ce qui est bien avec une intensité modérée. Ça, c'est selon le type d'exercice que la personne peut faire. Là. Des fois, c'est de la marche rapide, un petit peu de jogging. D'autres pourraient faire des activités un petit peu plus intenses selon le niveau de chaque personne, mais ça vient justement avoir un impact sur notre sommeil également. Notre point numéro 4, c'est la caféine ou le café. Donc, selon chaque personne, encore une fois, la consommation diffère. Donc, c'est vraiment important de limiter aussi la consommation de caféine. On parle ici de café spécifiquement, donc au moins 6 heures avant l'heure de coucher. Donc, ça viendrait vraiment faciliter l'endormissement. Si on respecte ces choses-là. La demi-vie de la caféine est autour de 3 à 5 heures. Quand on dit demi-vie, c'est vraiment la moitié de la quantité de caféine qu'on a consommée qui va être éliminée par notre corps, va prendre 3 à 5 heures. Donc, l'autre moitié, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, ça peut même aller jusqu'à 24 heures là, si c'est une personne qui consomme de façon très importante. Donc, imaginez l'effet là, que ça va avoir sur le sommeil également. Donc, c'est garder ça en tête. Des personnes qui vont avoir beaucoup plus d'effets de la caféine, limite des palpitations, des choses comme ça. D'autres qui peuvent prendre un café, 2 cafés et l'effet est un petit peu moindre. Encore une fois, il y a des différences individuelles également, mais ça, c'est des grandes lignes là, pour vous aider. Le point numéro 5 fait référence justement à la consommation d'eau. Donc, on essaie d'éviter de boire trop d'eau trop proche de notre nuit de sommeil. Donc, 2 à 3 heures, c'est pour éviter de perturber le sommeil, de se réveiller pour aller à la toilette. Donc, on essaie vraiment de s'hydrater au courant de la journée. C'est ce qui est recommandé en fait, et d'éviter de boire 12 000 litres là, juste avant d'aller dormir. Donc, voilà, essayez, si vous êtes quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, un petit peu comme moi, gardez une petite bouteille à côté de vous, consommez de temps en temps toute la journée, comme ça vous allez pas avoir cette soif-là en fin de journée. Point numéro 6, l'alcool. Donc, on essaie d'éviter ou au moins de limiter la consommation. Donc, ici, on dit à peu près 4 heures avant d'aller dormir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alcool peut initialement faciliter l'endormissement parce que ça agit comme un sédatif. Donc, ça va venir vraiment diminuer un petit peu, en fait, ça va venir calmer un peu l'organisme et favoriser un peu l'endormissement. Mais c'est un peu tricky parce que ça joue le double rôle également. Ça va venir perturber notre sommeil parce que ça va venir diminuer le temps qu'on va passer dans le sommeil paradoxal. Il y a différents niveaux de sommeil, si on veut. Il y a le sommeil léger, le sommeil profond, paradoxal, c'est où est-ce qu'on va venir rêver, mais c'est aussi la restauration cognitive. C'est tout ce qui est, tout l'apprentissage qu'on a fait durant la journée, tout ce qui est mémoire, etc. Si on veut venir stocker toute l'information, là, eh bien, ça se fait au niveau à ce moment-là, durant notre nuit. Et si ça vient être perturbé, eh bien, notre nuit risque d'être également perturbée et le sommeil ne sera pas vraiment récupérateur. Donc, c'est un peu, comme je vous disais, tricky comme substance. Là, ça vient amorcer l'endormissement, mais ce n'est pas nécessairement bien. Donc, ça va venir vraiment nuire à la qualité globale du sommeil. Puis, elle peut aussi aggraver les troubles du sommeil qui existent, pour faire le pont un petit peu à ce que Cheryl disait, pour ce qui
En fait, pour ce qui est de, par exemple, si quelqu'un souffre d'apnée du sommeil, l'apnée du sommeil, où est-ce qu'il va avoir justement les différents ronflements, les difficultés à respirer, l'apnée du sommeil, où est-ce que la personne va limite arrêter de respirer pendant quelques secondes ou quelques minutes, ben, ça va venir vraiment, l'alcool va venir relâcher encore plus les voies respiratoires. Donc, ça pourrait justement aggraver là, sa situation. Ça vient vraiment justement relaxer les muscles là, de la gorge et des voies respiratoires. Parfait. J'espère que je ne parle pas trop vite, là. Point numéro 6, qui est également important, diminuer l'intensité des lumières puis utiliser des filtres de lumière bleue. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, utiliser des lumières plus tamisées, plus sombres, permet aussi d'activer justement la sécrétion de la mélatonine. Comme on disait, c'est l'hormone qui est importante là, dans le sommeil. Quand on va être trop exposé à des lumières vives, entre autres la lumière bleue dans nos écrans, télévision, téléphone, etc., parce que ça va venir inhiber justement la production de la mélatonine par la glande pénéale qui est dans une région spécifique du cerveau. Et ça va justement venir perturber notre sommeil, il ne sera pas récupérateur, on va avoir de la difficulté à s'endormir, etc. Il y a des études, là, il y a une nouveauté en ce qui concerne la lumière rouge qui pourrait justement aider à l'endormissement, par exemple. C'est une lumière qui va avoir justement beaucoup moins d'effet sur la mélatonine, qui va générer un petit peu cet effet de... Ça va venir en fait créer cette ambiance apaisante, relaxante, cette lumière rouge, diminuer le stress, l'anxiété, puis peut justement faciliter l'endormissement. Mais les études, il n'y en a pas énormément, donc ça reste à suivre là, si ça vous intéresse. Point numéro 7. 8, pardon. 9. OK. Oh, 7, oh my God. OK. Oui. Oui, les appareils, encore une fois, ça fait référence à l'exposition à la lumière. Donc, on essaie vraiment d'éviter d'avoir trop proche nos appareils, d'avoir l'envie là, de les utiliser. Regarder des vidéos, des choses comme ça, serait à éviter. Faut garder en tête qu'il y a des différences, encore une fois, individuelles, où est-ce que quelqu'un peut me dire, ah, ben moi, j'utilise la télé pour m'endormir, ça m'aide. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens où est-ce que ça va les aider. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est des gens qui vont ruminer beaucoup. Et puis, écouter la télévision, écouter un podcast va juste faire en sorte de se déconnecter un petit peu de leur vie de tous les jours. Et ça va permettre justement l'endormissement. Il n'y a pas de problème. Mais il faudrait quand même essayer d'intégrer quelque chose qui serait plus sain, si on veut. Il y a des gens qui vont utiliser différentes applications également sur le téléphone. Donc, juste garder en tête là, qu'on ne reste pas fixé sur le téléphone, mais vraiment de partir l'application bien avant. Comme ça, on n'a pas besoin de le manipuler durant notre sommeil. Donc, on dit à peu près 1 heure, mais ça peut être un petit peu plus là, pour vraiment éviter toute l'exposition de la lumière bleue. Point suivant. Parfait. Donc, point suivant, ici, on parle, il y a 2 méthodes là que je vais vous présenter dans la méthode de respiration. Ces méthodes de respiration sont utilisées, oui, pour des difficultés de sommeil, mais ils vont être également utilisés dans les contextes de stress, de l'anxiété. Donc, ça va venir vraiment apaiser l'organisme, diminuer cette tension-là pour qu'on puisse justement s'endormir dans le cas du sommeil. Il y a la méthode, par exemple, peut-être que certains la connaissent, la méthode 4-7-7 où est-ce que justement on va inspirer pendant 4 secondes, on va maintenir notre inspiration pendant 7 secondes et on va expirer pendant 8 secondes. Et ça, on peut le répéter comme on veut. Ça permet vraiment de venir apaiser, de calmer tout l'organisme. Puis après, selon chaque personne, des personnes chez qui ça ne fonctionnera pas, mais de façon générale, ça vient vraiment apaiser l'organisme. Donc, ça peut être utilisé. Il y a aussi les principes de méditation et tout ça, là, c'est un petit peu à la base de la respiration. On peut passer à la suivante. Une autre méthode également, c'est la relaxation musculaire progressive.
qui consiste à contracter et décontracter certains muscles ou certains muscles de notre corps. Je vous invite à utiliser peut-être le QR code qui est sur l'écran, qui vous mènera directement vers un lien audio où est-ce que vous pouvez tester, voir si ça fonctionne ou pas, si vous aimez ça ou pas. C'est vraiment un audio que vous allez partir, vous l'allumez et puis vous écoutez, vous suivez un petit peu les instructions qui vous sont dites. C'est fait par l'Université du Québec en ligne, là, le TELUQ. Donc, qui peut être intéressant pour certains. Parfait. Et finalement, comme introduit au tout départ, justement, le projet sur lequel Cheryl et moi avons contribué, avons travaillé ensemble, c'est une application, justement, bouton dodo, qui est accessible gratuitement sur iPhone et Android, qui, justement, va venir amorcer l'endormissement. Donc, je vais spoiler un petit peu l'application là. C'est vraiment, vous allez entendre différents mots. Donc, déjà, il faut avoir le petit mindset qu'il faut rentrer un petit peu dans le jeu de cette application, de se laisser aller et d'essayer d'imaginer chacun des mots qui vous sera présenté. Et ce que ça va faire, c'est que avec cette imagination-là, ça va créer des micro-moments de sommeil jusqu'à temps qu'on va finir par s'endormir. Donc, c'est très intéressant. C'était un projet très, très enrichissant et intéressant. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre une photo ou la télécharger un petit peu plus tard et l'utiliser. Donc, le projet, nous, on avait travaillé avec des participants qui souffraient d'insomnie. Donc, c'était pas mal ça le projet, hein, entre autres. Et voilà. Donc, déjà arrivé à la période de questions, j'ai essayé d'un peu clencher ça pour avoir un petit moment de questions là. J'espère que je ne suis pas allée trop rapidement. Bon, je pense que c'était un très bon rythme. Merci beaucoup, Cheryl. Merci beaucoup, Zineb. Donc, justement, on est à la période de questions. Vos micros, vous pouvez les ouvrir maintenant. Donc, si vous avez des questions, je vous invite là, à ouvrir votre micro et les poser. Bon, je vais ouvrir le bal, en fait. Oh, France. Il y a une question? Oui, France, tu peux poser ta question? Oui, ben la méthode là, de contraction, c'est-tu ce qu'on appelle Jacobson? Il y a une méthode Jacobson là, qui considère de contracter les muscles au sommeil. Est-ce que c'est à peu près la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est le Jacobson. Oui, Jacobson. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Je vais juste dire que c'était vraiment super intéressant. J'ai vraiment adoré, là. Un gros merci pour la présentation. Oh, ça fait plaisir. Merci. Moi, j'en aurais une question pour vous, mesdames, parce que dans les conseils, vous avez parlé, entre autres, là, de l'eau, de l'alcool qui peut nuire au sommeil ou qui peut venir déranger le sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres aliments ou habitudes alimentaires qui peuvent justement avoir un impact sur le sommeil? Il y a Oui. certains... Oui, vas-y, Cheryl. OK. Je vais répondre à cette question. Il y a certaines choses qui peuvent aider les gens. Par exemple, il y a nous avons trouvé que si on mange beaucoup de légumes verts, des légumes, des fruits, ça aide. C'est associé avec un bon sommeil. C'est aussi une bonne idée d'éviter les aliments plus sucrés le soir. Et il y a aussi certaines études, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'études, mais on parle de le jus de griotte, le jus de cerises acidulées. Et il y a certaines études qui disent que peut-être il va aider les gens à s'endormir, mais comme j'ai mentionné, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études à ce moment. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ça?
Je peux rajouter dans la même lignée, là. C'est sûr qu'il faudrait éviter les repas qui vont être trop copieux en fin de journée parce que justement, ça va venir un peu stresser le système digestif, créer un inconfort digestif, avoir un effet sur le sommeil. On peut avoir justement des reflux gastriques qui peut justement avoir un effet là sur la qualité de notre sommeil. Mais effectivement, là, tout ce qui est sucre, là, ça sera à éviter en fin de journée. Ça va justement amener le pic de sucre dans notre corps et ça va venir activer notre métabolisme et il ne va pas vouloir dormir. Donc, c'est des choses là qu'on pourrait mettre en place dans notre mode de vie, ouais. La petite routine. Super, merci beaucoup. Puis, oh, oui, Francesca? Oui, ben, en fait, j'aimerais savoir, c'est à partir de combien de temps avant le sommeil qu'on devrait faire du sport? Comme moi, je suis plus une personne de soir, donc le sport, ce serait plus le soir. Donc, c'est combien de temps avant le sommeil qu'on devrait faire du sport? Euh, Encore une fois, ça dépend de quel type de sport. Si c'est vraiment si c'est un sport d'intensité vraiment élevée, là, ça serait au moins 3 heures avant l'heure de s'endormir, là, pour vraiment permettre au corps de revenir à notre équilibre et diminuer la température, se calmer, etc. Mais si c'est par exemple du yoga, des choses d'un petit peu plus calmes, plus apaisants, ça peut être plus proche. Là, il y a pas de contre-indication. Je vous demanderai peut-être avec essai-erreur selon votre métabolisme également, puis comment vous répondez à ça. Merci. On a d'autres questions? Non? Ben parfait. Écoutez, c'est ce qui conclut alors notre webinaire pour la journée. Je veux dire un grand merci à Cheryl et Zineb pour votre présentation et merci à tous pour votre participation au webinaire. Si vous avez apprécié le contenu, que vous avez des commentaires, je vais partager mon écran encore une fois pour vous donner les informations. Voici ici, donc vous avez encore une fois les informations là, de Somnolence Plus et aussi les informations de la Fondation. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions de sujets pour un prochain webinaire, quelque chose que vous aimeriez qu'on aborde, vous pouvez nous écrire à l'adresse infocancer@fqc.qc.ca. Et nous tenons en moyenne 4 webinaires par année. Donc, je vous invite à consulter nos réseaux sociaux là, pour ne pas manquer les prochains. Le prochain, d'ailleurs, devrait avoir lieu au mois de juin. Les détails sortiront vers le mois de mai. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Encore une fois, merci beaucoup, Cheryl, et merci, Zineb. Passez une belle fin de journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.